Ma mère ne l'a pas chuchoté. Elle l'a dit assez fort pour que toute la pièce l'entende, j'aurais aimé que tu ne naisses jamais. Les conversations se sont tunettes. Les vers se sont figés en l'air. Même la musique a semblé s'étrangler, et je suis restée là, sentant chaque paire d'yeux se braquer sur moi, attendant de voir si j'allais m'effondrer comme il l'avait toujours supposé. Mais autre chose a surgi à la place, quelque chose qui était resté silencieux pendant des années. J'ai levé la tête, prête à lui répondre d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Car au moment où elle a essayé de m'effacer, j'ai appris une vérité qu'elle n'aurait jamais voulu que je sache. J'ai grandi dans un pavillon à 2 étages dans une rue calme d'Orléans, le genre d'endroit que les gens décrivent comme stable, paisible, prévisible. Et peut-être que c'était le cas pour tout le monde, sauf pour moi. Aussi loin que je m'en souvienne, il y avait un ordre tacite dans notre maison, une force gravitationnelle autour de laquelle tout semblait orbiter. Et ce n'était pas moi. C'était ma sœur cadette, Chloé. L'enfant roi, la fille dont le nom pouvait illuminer le visage de ma mère plus vite qu'un rayon de soleil frappant une fenêtre. Si Chloé éternuait, maman allait chercher des mouchoirs comme si elle soignait un trésor national. Si Chloé rapportait une image ou un bon point, n'importe quelle récompense banale que tous les enfants reçoivent juste pour avoir été présents, papa l'annonçait au dîner comme s'il s'agissait du journal de 20 heures. Et chaque fois que j'accomplissais quelque chose, même quelque chose de réel, quelque chose de mérité, la réaction était toujours la même. Polie, brève, une petite tape dans le dos avant que le projecteur ne revienne là où il devait être. Je me souviens de l'année où j'ai gagné le premier prix aux Olympiades académiques de mathématiques. J'avais 14 ans. J'ai rapporté ce diplôme à la maison comme s'il s'agissait de la chose la plus fragile au monde, terrifiée à l'idée d'en corner les coins. Maman n'a même pas levé les yeux de sa panière à linge quand je l'ai posé devant elle. C'est bien, a-t-elle murmuré, avant d'ajouter, Chloé fait du bénévolat à l'hôpital aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux? Elle a un véritable impact. Véritable impact. Ces 2 mots sont devenus l'étalon de mesure qu'elle utilisait pour tout. Sauver des vies, s'occuper des gens, avoir un but, et apparemment rien de ce que je faisais, même si cela permettait à notre vie quotidienne de fonctionner, ne comptait. Mais j'ai continué. J'ai travaillé tôt le matin dans une brasserie pendant mes années de lycée, courant des cours à mon service puis à la maison où j'étudiais encore jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Pendant mes études supérieures, j'ai cumulé 3 boulots, cours particuliers, nettoyage de bureaux, mise en rayon, parce que nos factures ne se payaient pas toutes seules. Et mes parents ne m'ont jamais demandé comment je m'en sortais. Ils demandaient seulement quand les paiements devaient être effectués. Certains soirs, quand je restais tard au café pour fermer, j'essuyais les tables et j'imaginais ce que cela ferait d'être vu. Pas célébré, même pas ça, juste vu. Mais j'ai appris à vivre avec le silence. J'ai appris à survivre à l'intérieur. Des années plus tard, quand j'ai été admise à HEC Paris pour mon MBA, mon directeur de thèse a pleuré plus fort que ma mère. Elle a juste hoché la tête, murmurant quelque chose à propos des stages de Chloé aux urgences, comme si mon admission n'était qu'une note de bas de page mineure dans la saga continue de l'excellence de Chloé. Pourtant, une petite partie de moi croyait que les choses changeraient, que peut-être un succès à ce niveau ferait enfin pencher la balance. Et pendant un moment après la remise des diplômes, je me suis permis d'espérer. J'ai choisi Paris, et plus précisément le quartier de la Défense, parce que cela ressemblait à un nouveau départ. Une ville bâtie sur l'ambition, éclairée par des tours de verre et une détermination trempée par la pluie. Je pensais que peut-être, en revenant avec un MBA d'une grande école et une offre de consultant en main, je les rendrais fiers. Peut-être qu'ils me verraient pour qui j'étais devenue. Je ne savais pas que le dîner au restaurant Le Grand Siècle prouverait à quel point j'avais tort. La semaine suivant la remise des diplômes a été un flou de félicitations de la part de gens qui avaient réellement été témoins de mon travail, des professeurs qui m'avaient encadré, des camarades de promotion qui avaient passé des nuits blanches à mes côtés, des collègues qui savaient combien d'échéances j'avais portées sur mon dos. Pour une fois, je me suis laissé croire que cette fois-ci, mes parents feraient un pas vers moi. Peut-être qu'ils viendraient non pas par obligation, mais par fierté. J'ai donc réservé le salon privé au Grand Siècle, un endroit devant lequel je n'étais passé que pour aller manger des repas moins chers. Nappes impeccables, lumière dorée tamisée, verre en cristal qui scintillait comme s'il n'avait jamais connu d'empreinte digitale.
J'ai tout pris en charge, la nourriture, le vin, la location de la salle. Ce n'était pas de l'extravagance. C'était moi essayant de construire un pont qui, je le croyais encore, pouvait exister. Mes collègues sont arrivés les premiers, chaleureux et bavards, le genre de personnes qui vous interrogent sur vos rêves comme s'ils vous soutenaient vraiment. Mon manager m'a serré la main et a chuchoté, « Ce soir est à toi, Camille. » Profitant. Et pendant un bref instant, j'ai oublié la lourdeur logée dans ma poitrine. Puis mes parents sont entrés. Les talons de ma mère claquaient comme si elle était propriétaire des lieux. L'expression de mon père portait ce mélange familier d'indifférence polie et de distance calculée. Ils sont venus les mains vides. Pas de fleurs, pas de cartes, pas même un tendre « félicitations ». S'ils étaient fiers, ils le cachaient avec la précision de chirurgiens. Pourtant, je les ai accueillis avec le sourire que j'avais pratiqué pendant des années, poli, contrôlé, plein d'espoir. Les présentations ont commencé, mon manager, mes professeurs, des camarades qui m'appréciaient sincèrement. Les compliments ont suivi par vagues faciles. « Vous devez être incroyablement fier de Camille », a dit un professeur. Un MBA-HC, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient par hasard. Le sourire de ma mère s'est aminci. « Nous sommes fiers de nos 2 filles, a-t-elle répondu légèrement. Mais Chloé, elle, sauve des vies aux urgences. C'est ça, un véritable impact. Sa voix enrobait les mots d'une douceur qui ressemblait à du poison sur ma peau. Un autre collègue est intervenu pour essayer de ramener la conversation sur moi. Camille a porté toute notre équipe de stagiaires le trimestre dernier. Je ne sais pas comment elle fait. Mon père a ricané. Il a vraiment ricané. Elle est intelligente, bien sûr, mais ce que fait Chloé, c'est un travail qui a du sens. La conversation est morte. Les fourchettes sont restées en suspens. Même mes camarades de classe, qui connaissaient à peine la dynamique familiale, ont senti la température chuter. Je me suis forcée à respirer à travers l'embarras, souriant jusqu'à ce que mes joues me fassent mal. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Pas seulement à cause de ce qu'il disait, mais en réalisant à quel point cela semblait répété, avec quelle facilité ils me balayaient, comme s'ils avaient attendu une occasion de rediriger les projecteurs. Puis mon manager s'est levé pour porter un toast, doux, réfléchi, le genre d'éloge que je ne m'attendais jamais à entendre à mon sujet. Ma poitrine s'est serrée quand il a dit « Camille est l'une des jeunes consultantes les plus capables avec qui j'ai travaillé. Elle est destinée à de grandes choses. » Les applaudissements m'ont envahi, et je me suis tournée vers mes parents, ayant juste besoin d'un regard, d'une lueur, d'une étincelle de fierté. Au lieu de cela, mon père s'est penché en arrière et a murmuré, comparé à un médecin. Ça ne fait pas le poids. Quelque chose en moi a bougé, comme une latte de plancher cédant enfin après des années de pression. Et puis, dans un souffle sans effort, ma mère a prononcé la phrase qui allait ouvrir mon monde en 2. Tu sais, parfois je me demande pourquoi Camille prend les choses si au sérieux. Chloé ne cause jamais ce genre de drame. J'ai senti la pièce basculer. Je ne le savais pas encore, mais j'étais à quelques secondes d'entendre les mots qui allaient défaire tout ce que je pensais être important. Quand les mots sont finalement venus, ils ne sont pas venus comme un cri. Ils sont venus doucement, presque nonchalamment, de la façon dont quelqu'un pourrait commenter la météo. J'aurais aimé que tu ne naisses jamais. Pendant un battement de cœur, je ne les ai pas enregistrés. La pièce semblait trop lumineuse, trop calme, trop immobile. Puis le sens a pénétré, tranchant et froid. Ma mère n'était pas juste frustrée, fatiguée ou dramatique. Elle le pensait. Elle l'a dit avec la même aisance qu'elle utilisait pour commander un café. Une fourchette a cliqueté quelque part au bout de la table. Quelqu'un a halté. Ma gorge s'est serrée, mais rien n'est sorti. Je sentais chaque paire d'yeux sur moi, attendant de voir ce que la raisonnable, la calme, celle qui avalait toujours tout, allait faire ensuite. Au lieu de pleurer, j'ai simplement reculé ma chaise. Le bruit de raclement a coupé le silence comme une lame. Excusez-moi, ai-je réussi à dire, bien que ma voix semblât appartenir à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas regardé ma mère. Je n'ai pas regardé mon père. Je n'ai même pas regardé mon manager, qui s'est à moitié levé de son siège comme pour me suivre.
Je suis juste sortie, mes talons frappant le parquet en battements nets et inégaux. Au moment où je suis sortie, la nuit parisienne s'est enroulée autour de moi comme un rideau d'air froid, accrochant les bords de mon souffle. La pluie avait commencé à tomber, pas forte, juste assez pour brouiller les lumières de la ville entraînées d'or et de bleu. Je suis restée là sur le trottoir, le bruit de la circulation lointaine bourdonnant dans mes oreilles, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie complètement détachée. Pas libre, pas encore. Juste coupée. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais rien n'est venu. Rien. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un épuisement engourdissant, résonnant, qui s'était accumulé pendant des années, peut-être même des décennies. Chaque souvenir a défilé, les anniversaires oubliés, les félicitations marmonnées au-dessus d'une panière à linge, les obligations financières que je portais sans poser de questions. Soudain, tout cela m'a semblé insupportablement lourd. Le temps d'arriver à mon appartement à Courbevoie, mon blazer était humide et mes mains tremblaient légèrement. J'ai enlevé mes talons, je me suis assise par terre dans le noir et j'ai fixé la lumière clignotante de ma box internet comme si elle pouvait me dire quoi faire ensuite. Mon téléphone a vibré, 11 appels manqués de maman et papa et un seul SMS, tu nous as fait honte. J'espère que tu es fier de toi. Fier ? Le mot s'est tordu dans ma poitrine. La fierté était quelque chose qu'ils n'avaient jamais ressenti pour moi, mais qu'ils s'attendaient à ce que je ressente pour eux. Quelque chose en moi a cédé, pas avec un claquement sec, mais avec un glissement calme et régulier. J'ai ouvert mon application bancaire. 3 virements automatiques attendaient dans la file, les factures d'électricité de mes parents, les frais de scolarité de l'école privée de Chloé, et la part restante du prêt immobilier familial. Pendant une seconde, mon doigt a hésité. L'ancienne version de moi, celle qui vivait par obligation, s'est battue pour respirer. Puis j'ai appuyé sur Annuler. 1, 2, 3. Chaque confirmation a cliqué comme un verrou qui tourne. Le silence dans mon appartement a changé. Il n'était plus vide. Il était paisible. Le lendemain, Mathieu est arrivé avec des plats à emporter et une bouteille de vin dont il prétendait se moquer, mais ce n'était clairement pas le cas. Je vérifie juste si tu es encore vivante, a-t-il plaisanté doucement en enjambant la pile de livres près de ma porte. Je me suis assise par terre à nouveau, cette fois avec lui à mes côtés. La vapeur de la nourriture s'élevait comme une encre me ramenant dans mon corps. Je pense, ai-je dit lentement, que c'est fini. Il ne m'a pas interrompu. Il ne m'a pas dit de reconsidérer. Il a juste hoché la tête, les yeux doux. Il était temps que tu te sauves toi-même pour une fois. Quelque chose s'est stabilisé en moi. Pour la première fois, je ne me noyais pas. Je refaisais surface. 3 semaines ont passé sans un seul mot de mes parents. Pas d'excuses, pas d'explications, juste le silence. Le genre de silence qu'ils avaient toujours exigé de moi, sauf que maintenant il était pointé vers eux, assez tranchant pour couper. Et étrangement, il ne me manquait pas. Pas de la façon dont ils sont censés manquer à une fille. L'idée d'eux me manquait, la version que je continuais d'essayer d'inventer pour ne pas me sentir seule. Laisser aller cette illusion était douloureux, mais aussi purifiant. Le travail est devenu mon refuge. Le projet de restructuration qui m'avait été assigné avalait des journées entières, mais cela ne me dérangeait pas. Pour la première fois, je ne me vidais pas juste pour être ignorée. Les gens écoutaient quand je parlais. Les clients s'en remettaient à mon jugement. Mon manager me confiait des responsabilités comme s'il me faisait confiance pour les porter, parce que c'était le cas. Et quand un magazine économique a demandé à faire un article sur le projet, j'ai dit oui. Je n'ai pas mentionné ma famille dans l'interview, je n'avais pas à le faire. La journaliste a dit qu'elle voulait souligner la résilience, comment on grandit quand le sol sous nos pieds ne cesse de bouger. Quand l'article a été publié, ma boîte de réception s'est remplie de messages d'inconnus, de gens qui avaient enduré des parents qui n'aimaient que la version d'eux qui restait petite. Leurs mots ressemblaient à des miettes de pain sur un chemin que je ne savais pas que je suivais. Mais le calme n'est jamais permanent. Pas dans des familles comme la mienne. Un mardi après-midi, je suis rentrée chez moi après une journée de 12 heures, épuisée, toujours en talons, mon blazer glissant de mon épaule, et j'ai trouvé 2 silhouettes à travers le verre dépoli de ma porte d'entrée.
Pendant un instant, j'ai cru que c'était une livraison. Puis j'ai entendu la voix de ma mère. Camille, ouvre la porte. On sait que tu es là. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas bougé. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je ne leur devais plus aucune urgence. Quand j'ai finalement ouvert la porte, ils se sont engouffrés à l'intérieur sans attendre d'invitation. Comme si ma maison n'était qu'une autre chose que j'entretenais pour eux. Mon père a pris le canapé. Ma mère a fait les 100 pas une fois, puis m'a fait face avec une colère tendue et cassante. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. De Chloé? Bien sûr que c'était à propos de Chloé. Ça l'était toujours. Mon père a croisé les mains avec raideur. Son internat s'est terminé de façon inattendue. Il y a eu des coupes budgétaires. Le solde de ses frais de scolarité est en retard, et si ce n'est pas réglé, on lui demandera de quitter le programme. Je ne me suis pas assise. Je n'ai pas cligné des yeux. Ma mère a craqué. Nous avons besoin de ton aide. L'audace a atterri comme une gifle. Il n'était pas venu pour s'excuser. Il n'était pas venu pour demander comment j'allais, ou pourquoi j'étais sortie de ce restaurant, ou ce qu'ils avaient fait pour causer une fracture assez grande pour engloutir toute notre relation. Ils sont venus parce qu'ils voulaient que je répare à nouveau la vie de leur fille préférée. Quand je n'ai pas répondu immédiatement, le ton de ma mère s'est aiguisé. Camille, ne sois pas mesquine. Chloé est ta sœur. J'ai ri, un rire court, amer, pas amusé. J'ai payé ses frais de scolarité pendant des années. J'ai couvert vos factures, le prêt de la maison. Je me suis usée jusqu'à la corde pour que cette famille ne s'effondre pas. Et vous vous êtes tenu dans ce restaurant et avez dit que vous auriez aimé que je ne sois jamais née. Mon père s'est redressé. Nous étions en colère. Tu as fait une scène. Non, ai-je dit en m'approchant. C'est vous qui avez fait une scène. Moi, j'en suis juste sortie. L'air s'est raréfié entre nous. Je pouvais sentir quelque chose en moi se déposer, se solidifier en clarté. Tu es notre fille, a dit ma mère, la voix montant. La famille, c'est la famille. J'ai expiré un long souffle régulier. Vous n'avez pas le droit de jouer cette carte maintenant. Ses yeux ont étincelé. Camille, tu es déraisonnable. Tu nous dois. Je l'ai coupé. Je ne dois rien. Le visage de mon père a rougi. Nous t'avons élevé. J'ai secoué la tête. Vous ne m'avez pas élevé. Vous m'avez drainé. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'espérais. Peut-être parce que c'était la première fois que je les prononçais à voix haute. Ma mère s'est figée. La mâchoire de mon père s'est serrée. Pour la première fois de ma vie, il semblait petit, comme deux personnes debout devant une vérité qu'ils ne pouvaient pas contrôler. J'ai marché vers la porte, mais pas pour partir, pour l'ouvrir. Je l'ai tenue grande ouverte, laissant la lumière du couloir se déverser dans la pièce. Si vous étiez venu ici pour vous excuser, ai-je dit calmement, j'aurais écouté. Ils n'ont rien dit. Pas un mot. Mais si vous êtes venu pour demander plus. J'ai regardé chacun d'eux dans les yeux, stable et inébranlable. Cette conversation s'est terminée le soir où vous m'avez renié. Ma mère a ricané, croisant les bras. Tu fais une erreur. Tu le regretteras. Un jour, tu réaliseras que tu as besoin de ta famille. Et ce fut le déclic final. Le moment où tout en moi s'est aligné, une clarté si nette que j'avais l'impression de respirer pour la première fois. Je me suis tenue droite, plus grande que je ne m'étais jamais sentie de ma vie, et j'ai dit les mots que je n'aurais jamais imaginé avoir la force de prononcer. Considérez-moi comme si je n'avais jamais existé. Vivez vos vies comme s'il n'y avait jamais eu une fille nommée Camille. Ils se sont immobilisés. Les lèvres de mon père se sont entr'ouvertes. Le visage de ma mère a blêmi. Toute la pièce, la tension, l'air, l'espace entre nous se sont gelés comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Ils sont devenus silencieux. Et pour la première fois, ce n'était pas moi qui rétrécissais à l'intérieur de ce silence. J'ai fait un signe de tête vers la porte. Il est temps pour vous de partir. Ma mère a hésité, cherchant un angle d'attaque, un levier qu'elle ne possédait plus. Mais il n'y avait plus rien à prendre, plus rien à contrôler.
Elle s'est tournée brusquement. Mon père a suivi plus lentement, comme un homme s'éloignant d'un feu qu'il ne s'attendait pas à voir se propager. Quand la porte s'est finalement refermée derrière eux, le calme qui a rempli l'appartement n'était pas vide. Il était à moi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai attendu que la douleur familière revienne, la culpabilité, les doutes, l'instinct de réparer ce qui n'était pas à moi de réparer. Mais elle n'est jamais venue. Au lieu de cela, il y avait une étrange immobilité en moi, un calme que j'avais passé toute ma vie à poursuivre sans le savoir. Le travail a bondi en avant. Notre projet s'est clôturé avec des résultats bien au-delà des prévisions. Et quand le client a renouvelé le contrat, mon manager m'a prise à part avec un sourire que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis l'enfance. « Tu es prête ?» a-t-il dit en me tendant le contrat de direction pour lequel je m'étais battue sans m'en rendre compte. Cette fois, je ne me suis pas demandé si je le méritais. L'article est devenu viral. Les messages ont afflué d'inconnus qui avaient grandi invisibles, comme moi, des gens qui chuchotaient « merci » pour avoir dit les mots qu'ils ne pouvaient pas dire. Lire leurs histoires, c'était comme se tenir dans une pièce éclairée par des visages que je n'avais jamais rencontrés, mais que je comprenais d'une manière ou d'une autre. Un soir, je suis sortie sur mon balcon, la ligne d'horizon de la Défense pulsant doucement sous une couche de brume. J'ai pensé à la fille qui avait passé des années à essayer de gagner l'amour de gens qui refusaient de l'offrir librement. Elle était partie maintenant. À sa place se tenait quelqu'un de plus stable, de plus calme, mais indéniablement entière. Lors de ma dernière nuit de cette longue saison de dénouement, je me suis tenue sur mon balcon avec un verre d'eau, laissant l'air frais se poser sur ma peau. Paris scintillait en bas, une dispersion de lumière se reflétant sur la scène comme si le monde se réinitialisait tranquillement. Pour la première fois, je ne souhaitais pas que mes parents appellent ou n'espérais pas une excuse qui ne viendrait jamais. Je ne répétais pas ce que je dirais s'ils le faisaient. Je respirais simplement, stable, sans hâte, enfin libre. Peut-être que je n'ai jamais été la fille qu'ils voulaient, mais je suis devenue la femme dont j'avais besoin. Et si vous avez déjà porté le poids d'une famille qui ne pouvait pas vous voir, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.